Merci beaucoup de vous être déplacés ce soir pour une rencontre probablement très importante pour vous. Donc, il y a de l'information ce soir qui va vous être donnée, qui concerne votre milieu de vie et probablement votre qualité de vie. Donc, c'est vraiment important ce soir que vous soyez là, en grand nombre, c'est le cas, pour vous informer et pour poser des questions. Toutes les questions que vous voulez poser. Donc, on va faire beaucoup de place pour la période des questions. Je vais vous réexpliquer ça tantôt, comment on va fonctionner. Mon nom, c'est Hugo. Juste vous dire que je suis neutre dans le dossier ici. Je suis travailleur autonome. Je suis accompagné de ma collègue Isabelle, qui est à l'arrière de la salle. Et on a notamment le rôle, en plus d'animer ici ce soir, d'accompagner la Ville de Matane. Donc, c'est à la demande de la Ville de Matane qu'on est ici, pour produire un rapport de participation publique. Donc, notamment pour la soirée de ce soir, et d'autres rencontres individuelles qui vont vous être expliquées dans quelques minutes. Donc ça, c'est notre rôle, de faire rapport de ce qui se dit, de ce qui se pose comme question, des préoccupations qui peuvent avoir été exprimées, de la façon la plus neutre pour rendre un rapport à la Ville de Matane. Donc quand on fait des rapports comme ça, c'est pour aider la prise de décision. Donc il y a notamment des élus dans la salle. Les élus auront une décision à prendre dans quelques mois, dans quelques temps, dans quelques semaines, je ne sais pas, c'est leur agenda. Mais pour les aider, ben, on leur remet un rapport de tout ce qui aurait été dit ce soir. Donc, la rencontre va se dérouler en 3 temps. En fait, c'est quand même assez simple. On va avoir des présentations, donc notamment de la Ville de Matane et du ministère de la Sécurité publique, environ 45 minutes. Donc, je vous demanderai, étant donné qu'on enregistre, je veux juste vous dire, on enregistre officiellement à l'arrière de la salle pour le bénéfice de tous les gens qui ne pouvaient pas participer. Puis pour garder pour le futur dans vos archives, on a d'ailleurs enregistré les 2 autres rencontres précédentes, juin 2025, juin 2024. C'est déjà disponible sur le site web de la Ville de Matane. On va faire la même chose. Donc, dans une semaine, on devrait avoir l'enregistrement complet de ce soir. Donc, s'il y a n'importe qui ne pouvait pas être ici ce soir, un voisin, quelqu'un d'inquiet, dites-lui, tu n'as pas tout manqué, il y a une vidéo qui s'en vient. Donc, je vois aussi qu'il y a d'autres personnes qui enregistrent, mais c'est une rencontre publique, donc c'est permis d'enregistrer, il n'y a pas de problème. Mais la Ville de Matane va vous déposer une version officielle et intégrale de l'ensemble de la présentation et de la période de questions. Donc, déroulement, présentation, période de questions. Puis quand on aura fini, bien, je vais vous dire, la réunion est finie, mais il y a beaucoup d'intervenants qui vont vous être présentés qui ne se sauveront pas. Si jamais vous avez des questions, des discussions plus informelles à avoir avec ces gens-là, notamment les gens de la Ville et du ministère de la Sécurité publique, bien, gênez-vous pas, ces gens-là, ils ne se sauveront pas, ils vont rester à votre disposition. Peut-être pas jusqu'à minuit, mais s'il faut rester une demi-heure, 1 heure de plus, il n'y a pas de problème. C'est une rencontre importante, encore une fois. Est-ce que ça vous convient? Oui. Donc, sans plus tarder, je demanderai à M. Caron, qui est le directeur environnement et ingénierie, génie, à la Ville de Matane, de prendre la parole. Fait que je te laisse l'autre micro, peut-être? Matane-sur-Mer, c'est 3,9 km de berges à protéger. C'est des maisons unifamiliales, des commerces, c'est des infrastructures municipales, des infrastructures routières. C'est également des logements locatifs. C'est de l'hébergement touristique. Il y a également une voie ferrée dans le secteur de Matane-sur-Mer. Au total, 181 bâtiments. 181 bâtiments, presque tout autant de propriétaires. Ces propriétaires-là, qui ont tous leur appréhension, leurs craintes, leurs questions, qui ont aussi des commentaires par rapport à la démarche que la Ville est en train de faire. Depuis 2023, la Ville est en démarche avec le ministère de la Sécurité publique dans un projet de prévention des risques côtiers, des sinistres côtiers. Je m'appelle Jérôme Caron, je suis directeur du service génie environnement à la Ville. Puis je suis accompagné de notre équipe ici, équipe municipale très importante, notamment notre tout nouvel employé. En juin, on s'était engagé à justement avoir quelqu'un qui serait là à dédier à temps plein pour vous supporter. C'est Stéphanie Dufour que plusieurs d'entre vous ont pu rencontrer. Si tu veux lever la main, Stéphanie, derrière. C'est notre agente de liaison pour le cadre de prévention des sinistres. Donc, c'est une ressource dédiée. Je ne les nommerai pas tous, mais il y a plusieurs membres de l'équipe municipale qui sont là, puis il y a les élus aussi qui sont là. Donc, je le disais, c'est une démarche d'accompagnement.
C'est une démarche qui est lente. Ce soir, c'est notre 4e assemblée publique en 2 ans et demi. Quand on a les préoccupations probablement que vous avez, ça va sûrement passer vite. On est très conscient de ça. Mais il y a des décisions importantes qui sont à prendre, puis il ne faut pas les prendre à la légère. À chaque fois qu'on avance, on avance d'un jalon. Il y a une étape qui est franchie. Puis, ce soir, on va préciser davantage les étapes qui sont franchies. Tout à l'heure, je vais laisser la parole à mes collègues du ministère de la Sécurité publique qui vont vous faire un peu le résumé de ces étapes-là qui sont survenues depuis juin dernier. Puis, je reprendrai la parole à la fin, juste avant la période de questions. Donc, c'est important aussi de faire un petit retour. Je vais juste vous faire un petit rapidement déroulement de la soirée, donc la mise en contexte que je suis en train de faire. Justement, je parlais des gens de la sécurité publique là, qui vont vous faire un résumé des analyses de risques et de solutions qui sont envisagées. Les prochaines étapes, on parlait de la pause pour la période de questions qui va suivre. Comme je le disais, en 2023, la Ville a reçu 29 millions. C'est probablement des informations que vous avez déjà entendues, mais il est important de les remettre à jour parce que ce n'est pas tout le monde ici qui a suivi la démarche depuis le début. Puis il est important que tout le monde soit au même point lorsqu'on va discuter, vous allez poser vos questions. Donc, c'est des sommes dédiées pour Matane-sur-Mer de 3,5 millions et pour Petit-Matane de 15,3 millions. 13,5 millions. Merci. Donc, comme je le disais, c'est une démarche en prévention et en adaptation contre les risques côtiers dus au changement climatique. Donc, c'est la faute de personne ici. Ce n'est pas de la faute de la Ville, ce n'est pas de la faute du ministère de la Sécurité publique, c'est surtout pas votre faute. On a beaucoup de partenaires associés. Je déroule brièvement là. Le ministère de la Sécurité publique, la Fédération québécoise des municipalités qui nous offre son service en ingénierie et en environnement. Des projets des ampleurs comme ça, c'est des projets très spécialisés, donc on a besoin d'assistance. Il y a les gens du CI3S qui sont présents derrière en accompagnement psychosocial. Il y a des gens qui, c'est normal, vivent des émotions par rapport à ce qui va se passer ce soir, à ce qui va se passer aussi dans le futur. Donc, il y a toujours possibilité d'avoir des rencontres en aide psychosociale. J'y reviendrai plus tard, là, mais on fera aussi des rencontres individuelles à ce sujet-là. Il y a des chercheurs de l'UQAR, des chercheurs de l'Université Laval qui nous ont accompagnés là-dedans. Également d'autres partenaires, le Comité ZIP de l'Estuaire, la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, et également la MRC de la Matanie. Qu'est-ce qui fait que Matane-sur-Mer a été privilégiée par rapport à Petit-Matane? On l'a mentionné à quelques reprises, c'est le contexte. Un contexte qui est vraiment particulier et unique. Un contexte complexe aussi. Les gens du ministère vont vous l'expliquer aussi. Et il y a un risque réel pour les citoyens. Donc, un des aspects les plus cruciaux pour la Ville, c'est la sécurité de ses citoyens. Également, on sait que justement, ces rencontres-là sont importantes parce qu'il va y avoir des impacts importants sur votre milieu de vie. Donc, je vais céder la parole justement à, ça j'en parlerai plus tard, à Étienne Bachand, qui est conseiller en risque naturel au ministère de la Sécurité publique. Parfait, merci. Bonsoir. Bonsoir, merci Jérôme pour la présentation, Hugo pour l'introduction. Alors ce soir, on est ici, moi, Étienne Bachand, Jean-Denis Bouchard. On va faire une présentation là, sur plus fort. C'est mieux? Merci. Alors, on va vous faire une présentation. Comme disait Jérôme tantôt, il y a des éléments qui vont revenir qu'on vous a dit l'été passé, quand on est venu vous rencontrer. On va faire des rappels là, au niveau de l'analyse de risque et de l'analyse de solutions. Puis là, vous ne le voyez pas, mais en ligne aussi, on a un autre collègue qui est Jérôme Lacasse, qui va prendre la parole aussi vers la fin de la présentation pour vous expliquer les différents programmes. Là, je viens de sauter un peu à mon plan de la présentation. En fait, l'analyse de risque, moi, mon rôle ce soir, c'est de faire un rappel là, au niveau du risque, de la dangerosité là, du secteur de Matane-sur-Mer. Relever un peu les faits saillants là, qui vous avaient été dits l'été passé au niveau c'est ça, du niveau de risque qu'on retrouve dans ce secteur-là. J'ai une cartographie, des cartes qu'on va vous montrer aussi à l'écran.
On va passer quand même rapidement, puis là, je sais qu'il y a beaucoup de monde dans la salle. On a des copies papier aussi là, qui vont pouvoir être affichées, puis vous allez pouvoir consulter les cartes en fonction de, du lieu de votre résidence, de votre bâtiment, de votre chalet, que vous allez pouvoir observer là, sur les cartes. Après ça, Jean-Denis va prendre la parole, puis il va regarder, il va faire l'analyse de solutions. Donc, regardez toutes les solutions qui ont été analysées, qui vous ont été présentées l'été passé. Mais là, on va vous le présenter sur une forme d'outil d'aide à la décision qui va être remis à la Ville puis qui va être rendu public là, pas plus tard que demain, que vous allez pouvoir consulter. Puis ça, ça va aider la municipalité à prendre une décision. Donc là, vous êtes ici nombreux ce soir, puis vous faites partie de cette décision-là. Fait qu'on veut vous entendre, fait que vous poserez vos questions là, à la suite des présentations. Puis, comme je disais, il y a Jérôme qui est en ligne, qui va pouvoir vous répondre, parler des 2 programmes de financement du ministère de la Sécurité publique et éventuellement répondre à des questions. Alors, l'analyse de risque, comme je vous l'ai dit, c'est vous habitez le secteur de Matane-sur-Mer. Il y a des problématiques depuis plusieurs années. Vous vous rappelez de la tempête de 2010 qui avait isolé le Riotel avec de la submersion et de l'inondation par le fleuve. Le secteur de Matane-sur-Mer a aussi été touché là, lors de tempêtes de 2016, 2018. Donc, on voit qu'il y a eu ce qu'on appelle la projection de débris, là, des gros glaçons qui ont volé sur des résidences. Il y a des maisons qui ont été abîmées là, à cause des vagues puis du déferlement de vagues. Donc, c'est ça qu'on va regarder là, dans les prochaines minutes au niveau du secteur de Matane-sur-Mer. Avant de poursuivre là-dessus, je voulais juste revenir là, sur les... Tantôt, Jérôme m'a parlé là, de la longueur de ces projets-là, mais c'est plusieurs étapes là, qui ont dû être mises en place là, avant d'arriver au choix des travaux, parce que là, on est vraiment rendu là, entre les 3 petites barres verticales et les 2 choix à faire. Là. Donc, l'acquisition de données a été faite dans les dernières années. L'analyse de risque a été faite. Là, on va vous présenter la cartographie ce soir. Puis, l'analyse de solutions aussi a été réalisée. Là, on arrive, il y a un choix à faire là, au niveau de la municipalité. Vous voyez que ce qui est en bleu, c'est ce que le ministère de la Sécurité publique a réalisé. Puis, ce qui est en mauve devient là, la responsabilité de la municipalité. Donc, on arrive au choix là, entre des travaux d'ingénierie, des travaux de protection ou de la relocalisation préventive. Jérôme en a parlé tantôt aussi, là, je vais passer rapidement, mais c'est vraiment là, nous, ce qu'on appelle, c'est la valeur des enjeux protégés au niveau de Matane-sur-Mer, des résidences principales, des résidences secondaires, mais aussi des services publics, là, routes, aqueducs, sanitaires, qui passent sur la route. Donc, c'est beaucoup d'infrastructures, des stations de pompage, pour une valeur là, qui a été calculée en fonction du rôle de l'évaluation municipale, là, à près de 54 millions d'actifs qu'on retrouve dans ce secteur-là. Une petite particularité qu'on voulait revenir au niveau de la dangerosité, là, au niveau de Matane-sur-Mer, là, puis c'est une petite image là, qu'on a produite. Si vous regardez à gauche les 2 photos, on ne les voit pas très bien là, avec la lumière, mais ce qu'on voulait montrer ici, là, c'est vraiment qu'à Petit-Matane, on a une grande bâture là, très large devant le village, comparativement à Matane-sur-Mer, qu'on ne retrouve pas à marée basse. Là. Vous voyez, les 2 photos ont été prises là, à quelques minutes d'intervalle. Donc, rapidement, on tombe les pieds dans l'eau. Puis ça, ça fait en sorte que pour Matane-sur-Mer, là, rapidement, là, on tombe à des profondeurs d'eau là, de 2 mètres là, lorsqu'on s'éloigne de la côte, là, une cinquantaine de mètres. Puis quand on est à plus de 200 mètres, là, on a 4 mètres d'épaisseur d'eau. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que ça va générer des vagues, des très fortes vagues qui ne perdront pas leur énergie avant d'arriver à la côte, comparativement à Petit-Matane, où là, on a un estran rocheux qui vient ralentir la force des vagues. Bref, il faut que ce constat-là ait été fait, puis qu'il soit pris en compte dans la conception des ouvrages de protection aussi. Fait que ça va expliquer un peu là, ce qui s'en vient, notamment pour les solutions. Au niveau des aléas côtiers, bien évidemment, il y a de l'érosion, il y a de la submersion, les inondations par la mer, mais aussi le déferlement des vagues, puis la projection de débris.
Puis ce qu'on remarque à Matane-sur-Mer, même si l'ensemble de la côte est enrochée, ben on constate quand même de l'érosion là, derrière les enrochements, puis par-dessus les enrochements. Donc malgré ces ouvrages-là, l'érosion se produit pareil. Puis en plus, ben, tout ça vient dans un contexte de changement climatique où on anticipe une hausse du niveau marin en 2100 là, de près de 56 cm. On estime que la glace côtière va avoir disparu peut-être en 2055. Donc cette année, on voit qu'il y a beaucoup de glace le long sur la bordure du fleuve. Cette glace-là vient protéger durant les tempêtes hivernales. Mais dans d'autres contextes ou d'autres hivers, si on se rappelle les hivers passés, cette glace-là était pratiquement inexistante. Donc elle ne vient pas protéger la côte là, durant les tempêtes hivernales. Puis, on anticipe aussi une augmentation de la fréquence des tempêtes. Donc, tout ça doit être pris en compte dans les projections futures. Alors, ce qui m'amène à vous parler de la cartographie qui a été produite au ministère de la Sécurité publique au niveau des risques liés aux aléas côtiers. Donc, c'est une cartographie, ça, qui prend en compte l'érosion, la submersion, mais aussi la zone de déferlement des vagues, la zone de projection de débris. Donc, vous voyez la zone en mauve, c'est une section là, où le risque est très élevé, et en rouge, élevé. Puis vous voyez, là, c'est des endroits où il peut se retrouver une épaisseur d'eau de plus de 60 cm là, lors de tempêtes. Ça, c'est des niveaux de risque très élevés. Puis quand on est dans le niveau élevé, bien, on se retrouve plus avec des épaisseurs d'eau entre 30 et 60 cm. Le risque qu'il y ait une épaisseur d'eau de 30 à 60 cm. Puis ça m'amène à vous introduire la notion de danger imminent. On va en revenir tantôt avec mon collègue Jean-Denis, mais il y a une notion d'imminence qui est décrite comme lorsqu'un risque est imminent, il peut y avoir des dangers là, pour la sécurité des personnes et des biens lors d'un prochain sinistre. Donc ça, c'est un niveau qui va vous être expliqué, donc qui va vous être expliqué plus tard. Puis là, je vous parle de niveaux plus élevés et très élevés. Alors, je vous mets la carte. Fait que vous voyez en mauve, ce que je vous présentais tout à l'heure. Il y a une bande de 15 mètres là, le long de la côte qui représente la zone de déferlement qui est mise là, à la grandeur de la côte de Matane-sur-Mer. Puis, on ajoute à ça le risque là, d'épaisseur d'eau de plus de 60 cm lors de tempêtes, ce qui fait en sorte que ce secteur-là devient à risque très élevé. Fait que vous voyez, je sais pas, j'ai mon petit pointeur, la plupart... Puis la carte du haut, c'est en climat actuel. Donc, une prochaine tempête actuelle aurait des impacts qui pourraient aller jusque-là. Puis en l'horizon 2100, lorsqu'on inclut les hausses du niveau marin, l'absence de glace, on peut s'attendre à des débordements côtiers là, qui peuvent atteindre le sud de la route du fleuve, la route de Matane-sur-Mer. Là, c'était le secteur ouest. Le secteur central, on voit qu'en climat futur, la zone de submersion est beaucoup plus importante là, au niveau du sud de la route, comparativement au climat actuel, où là, on retrouve les zones à risque très élevé et élevé, plus au nord là, de la route de Matane-sur-Mer. Donc, ce qu'on appelle le premier rang côtier. Le premier rang côtier est affecté là, actuellement. Puis ici, j'ai en fait le secteur S, où on retrouve là, autant en climat actuel qu'à l'horizon 2100, que les niveaux de risque là, restent pratiquement là, au nord de la route de Matane-sur-Mer. Ce qui vient faire la conclusion là, de la section au niveau de l'analyse de risque. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vulnérabilité, là, notamment au déferlement de vagues et à la projection de débris dans le secteur de Matane-sur-Mer. Tout ça est dans un contexte de changement climatique où les risques vont être exacerbés et augmentés là, dans les prochaines années. Puis, bien évidemment, il y a des conséquences potentielles là, pour la sécurité des personnes et des biens. Moi, je m'arrête là. Je passerai le micro à Jean-Denis. Merci, Étienne.
Les cartes que Étienne vous a montrées tout à l'heure, vous pourrez les consulter. En fait, il y a des extraits de cartes qui ont été imprimés à plus grande échelle. Fait que vous pourrez voir le niveau de risque au niveau de votre résidence. La prochaine section de la présentation traitera de l'analyse de solutions. Les différents ouvrages de protection qui ont été analysés par notre ingénieur, mais aussi le scénario de relocalisation préventive. Cette semaine, le ministère de la Sécurité publique a transmis à la Ville de Matane un rapport sur l'appréciation et le traitement des risques. Ce rapport-là sera mis en ligne à partir de demain sur le site de la municipalité, donc vous pourrez le consulter. Donc, toutes les explications en lien avec les cartes ou l'analyse de risque qui a été présentée par Étienne, ainsi que l'analyse de solutions, sera mis en ligne aussi. Il y a un rapport de notre ingénieur aussi, consultant Repars Incorporé, qui a été mis aussi en ligne, qui sera plutôt mis en ligne à partir de demain. Et il y a aussi une étude de submersion côtière qui a été faite par la firme LaSalle NHC, qui va aussi être mis en ligne. Donc, vous allez avoir ces 3 rapports-là que vous allez pouvoir consulter à partir de demain là, sur le site de la municipalité. Dans le rapport que vous allez recevoir ou que vous allez pouvoir consulter à partir de demain, dans l'annexe, il y a un outil d'aide à la décision. En fait, ça, c'est une grille décisionnelle qui a été mise comme ça, qui fait le recensement de l'ensemble des solutions qui ont été analysées par l'ingénieur. Et à partir de certains critères, là, il y a 7 critères qu'on regarde, mais ces critères-là ont été jugés soit comme recommandés avec réserve ou non recommandés. On voit ici la légende. Là. En vert foncé, c'est recommandé. En vert pâle, c'est recommandé avec réserve. Et non recommandé en gris. Et là, c'est sûr que c'est difficile à voir parce que en fait, c'est petit. Là. Fait que je vais décortiquer un peu ce tableau-là. La première solution qui avait été analysée, qui vous a été présentée à l'été passé, c'est un projet de recharge de plage à l'ensemble de l'anse de Matane-sur-Mer. Vous voyez l'ouvrage ici. En gros, c'est un gros remblai en gravier. Donc, c'est ce type d'ouvrage qui a été fait à Sainte-Flavie, mais aussi qui a été fait cet été aussi à Maria. Donc, c'est un ouvrage qui a été analysé aussi dans le cadre de Matane-sur-Mer. On peut voir un peu l'ampleur de l'ouvrage. On voit une personne humaine ici autour de 1,75 mètres. Et on voit que l'ouvrage devrait être aussi large que 60 mètres pour se prémunir contre l'érosion et la submersion côtière. Et à peu près à une vingtaine de mètres au large, là, il y aurait presque 7 mètres de sédiments, en fait, pour atteindre finalement une hauteur au-dessus du sol d'environ 2 mètres. Donc, ce qui ferait en fait un obstacle visuel pour ceux qui se trouvent au premier étage ou une personne debout, à moins que la personne soit sur une terrasse surélevée où elle pourrait voir un peu la mer. Mais en fait, ça serait un obstacle quand même assez important. Quand on décortique un peu les certains critères, c'est sûr que cet ouvrage-là est sécuritaire. Donc, il assure la sécurité des personnes et des biens derrière l'ouvrage. C'est un ouvrage aussi qui est visé durer une trentaine d'années. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de matériel. On vise que ce matériel-là subisse les assauts de la mer pendant 30 ans sans entretien. Donc, il y a suffisamment de matériel pour à la fois subir l'érosion et la submersion côtière et de rester en place. Donc, mais en fait, il y a une durabilité de 30 ans, mais après 30 ans, il faudrait le mettre à niveau. Donc, ça veut dire le rehausser parce que le niveau marin va continuer de monter. Et là, il assurera de moins en moins on pourrait dire son utilité ou son usage de préserver la submersion côtière. La faisabilité, donc c'est un ouvrage qui est faisable, en fait, techniquement. L'enjeu principal de cet ouvrage-là, c'est la recherche de bancs d'emprunt. Comme l'ouvrage est quand même vraiment important, on parle de au-delà de 800 000 mètres cubes de matériel grossier. Il faut trouver les endroits où le trouver. Et à proximité, ça devient un enjeu. Donc, on parle environ d'une centaine de milles de voyages de camion. Là. Fait que le coût d'un ouvrage de recharge de plage, c'est beaucoup en lien avec le transport du matériel pour l'amener à la côte.
Cela représenterait à peu près un investissement d'environ presque 90 millions de dollars. Donc, ce qui en fait un ouvrage qui est quand même coûteux par rapport à ce qui est à protéger, autour de 54 millions de dollars. Donc, c'est sa plus grande faiblesse. C'est aussi un ouvrage qui est un peu moins adapté à l'usage, en fait, aux citoyens de Matane-sur-Mer. Une des premières impacts le plus important, c'est sa hauteur, en fait. Il y a un obstacle visuel pour les gens. Cependant, il se permettrait d'avoir un accès à la côte. Les impacts environnementaux sont modérés par rapport à un ouvrage plus rigide type enrochement, mais ça en fait quand même un ouvrage qui est possible. Un deuxième ouvrage qui a été regardé, c'est un ouvrage de recharge de plage. Pour réduire les coûts, souvent on demande à l'ingénieur, ou plutôt l'ingénieur nous propose de reculer l'ouvrage vers les terres. Ça permet de réduire les volumes. Et ça permet de diminuer les coûts de façon importante. Dans le cas de Matane-sur-Mer, cet exercice-là a été fait. Ça a permis de réduire, en fait, de presque moitié la quantité de volume en sédiment. On passe de 800 000 m3 à près de 400 000 m3. C'est encore un gros projet. Sauf que le problème à Matane-sur-Mer, c'est que cet ouvrage-là viendra en interférence avec presque la totalité du premier rang côtier parce que les résidences sont proches. La recharge de plage devrait presque se rendre jusqu'à la route. Donc, ça devient quand même un défaut important. Cependant, cet ouvrage-là assurait la sécurité des personnes. Ça serait durable dans le temps, au même titre qu'un ouvrage de protection type recharge de plage. La faisabilité est possible, mais il reste l'enjeu aussi de trouver un banc d'emprunt à proximité, la disponibilité du gravier à proximité. Et dans le cas ici, même si on économiserait presque la moitié en coût de l'ouvrage, il faudrait déménager presque l'ensemble des résidences, ce qui remonterait finalement l'ouvrage à presque au même prix que si on ferait juste une recharge sans déplacer les gens. Donc, c'est un défaut quand même important. La hauteur serait du même niveau, autour de 2 mètres. Donc, les citoyens perdraient la vue au premier étage. Et les impacts environnementaux sont tout de même modérés. Un autre ouvrage qui a été regardé, c'est l'enrochement. Vous en avez à Matane-sur-Mer. Dans certains cas, il est encore en bon état. Dans d'autres cas, il est plutôt dégradé. Mais en fait, dans certains endroits aussi, il se fait franchir lors des tempêtes. Selon les calculs de notre ingénieur, pour qu'un ouvrage de type enrochement puisse résister avec les tempêtes que vous subissez à Matane-sur-Mer et aussi avoir une durée de vie d'au-delà de 30 ans, de 30 à 50 ans, avec rehaussement marin, il faudrait que la hauteur de crête soit à plus de 3 mètres, donc presque 9 pieds. Là, on ne voit plus du tout la mer. Donc, ce type d'ouvrage-là assurait la sécurité, évidemment. Durabilité de 30 à 50 ans. Au bout de 50 ans, c'est un ouvrage qui est à refaire complètement. La recharge de plage, il suffit de remettre du matériel pour rehausser la crête, mais un enrochement à la fin de sa durée de vie, il faut le refaire complètement. Donc, il s'affaisse, il s'étale, il faut le refaire. Sa faisabilité technique, c'est faisable. En fait, là aussi, ça devient un enjeu de matériaux, d'avoir des matériaux proches. Le quai de Matane a été fait à partir des pierres qui viennent de Capsize, donc au-delà de 100 km. Mais c'est possible, ça augmente les coûts. Un investissement de 38 millions de dollars. Donc, ça devient quand même raisonnable. Cependant, sa plus grande faiblesse, c'est de cacher la vue des citoyens, parce qu'avec une hauteur de crête de plus de 3 mètres. Les impacts environnementaux sont quand même grands. On parle de 50 000 mètres carrés d'empiètement dans le littoral. Ça nécessite des compensations, des projets de compensation au niveau de l'environnement et au niveau de Pêche et Océan Canada. Un enrochement qui a été regardé, c'est un autre type d'enrochement. En fait, on demandait à l'ingénieur d'essayer d'abaisser la crête. Il y a une règle du pouce en génie, en fait, qui consiste que si on abaisse l'enrochement d'1 mètre, il faut l'élargir de 10 mètres. Donc, vous voyez un peu, ça fait un ouvrage qui est beaucoup plus avancé vers la mer. Et là, vous comprenez assez vite que si on avance vers la mer, il faut remplir encore plus. Et là, ça devient avec des volumes encore plus importants. Bon, ceci dit, c'est possible aussi. Ça assurait la sécurité des personnes et des biens. Une durabilité de 30 à 50 ans aussi. Il faudrait refaire au bout de 50 ans.
Faisabilité, aussi un enjeu au niveau de la disponibilité des matériaux à proximité, ce qui augmente les coûts. Un investissement de 57 millions, parce que là, on viendrait presque doubler le volume de pierres nécessaire. Des pierres qui sont quand même assez importantes. On parle d'1,5 mètre de large au niveau de la carapace. Et finalement, c'est un ouvrage qui est un peu plus adapté que l'autre parce que la crête est un peu plus basse, mais on parle tout de même d'encore 2 mètres au-dessus du sol comme ouvrage de protection. Et les impacts environnementaux, il y a encore plus d'empiètement dans le milieu marin, ce qui fait qu'il faut penser à des projets de compensation. Il y a un ouvrage aussi qui a été regardé par notre ingénieur, ça s'appelle un riprap. Le riprap, c'est un enrochement à pente douce et à plus petit calibre qui aussi permettrait d'assurer la sécurité des personnes et des biens au niveau de Matane-sur-Mer, avec une durabilité aussi d'environ 30 à 50 ans. Cependant, le type, les hauteurs de vagues sont trop élevées à Matane-sur-Mer pour envisager ce type d'ouvrage-là. On parle d'un ouvrage qui est efficace avec des vagues de moins d'1,5 mètre. Puis à Matane-sur-Mer, on parle plutôt de 3 mètres de hauteur de vague. Cet ouvrage-là coûterait autour de presque 60 millions de dollars aussi. Donc, c'est non adapté au secteur de Matane-sur-Mer et avec des impacts environnementaux importants. Le brise-lames au large, c'est aussi une solution qui a été regardée par notre ingénieur. Le brise-lames au large permet de provoquer le déferlement au large, ce qui permet de protéger la côte en arrière. C'est aussi un ouvrage qui assurait la sécurité des personnes et des biens à Matane-sur-Mer. On voit un peu l'ampleur de l'ouvrage par rapport à une personne qui est sur le littoral. Donc, c'est un ouvrage qui est quand même large. On parle de presque 30 mètres de large ici à la base, une hauteur de presque 7 mètres et au sommet, une largeur d'environ 5 mètres. Donc, c'est des ouvrages qui sont assez importants parce que, dans le fond, le littoral ou la profondeur d'eau à Matane-sur-Mer est importante. Fait que c'est sûr que si on veut qu'à marée haute, et puis si on ajoute les vagues, bien, cet ouvrage-là doit en fait empêcher les vagues de passer. Fait qu'il faut que ça devienne un ouvrage quand même de cet ordre de grandeur-là. Donc, durabilité de 30 à 50 ans aussi, mais la faisabilité technique dans ce cas-ci, elle n'est pas atteinte en fait parce que c'est compliqué à mettre en place et on parlerait d'un investissement de presque 110 millions de dollars. C'est non adapté et les impacts environnementaux sont très grands. Un autre type d'ouvrage qui a été regardé aussi par l'ingénieur, c'est ce qu'on appelle une plage suspendue. Peut-être vous avez entendu parler aussi des récifs. Ça pourrait être un peu vu comme ça. Ça pourrait être un ouvrage soit en pierre ou en béton qui s'est mis au large et avec une recharge à l'arrière, comme ça. C'est la plage suspendue. Donc, ça assurait aussi la sécurité. Ça aurait une durabilité aussi de 30 à 50 ans. Faisabilité technique dans ce cadre-ci, ça ne serait pas adéquat pour le littoral de Matane-sur-Mer. Et dans ce cas-ci, l'ingénieur n'est pas allé plus loin. Quand on regarde, en fait, dans la grille décisionnelle, on compare chacune de ces solutions-là. On remarque qu'il y a 2 types de solutions en ingénierie qui se distinguent. Il y a la recharge de plage, qui est à l'avant, en fait, sans retrait des résidences. On voit qu'il y a plus de verre dans ce cadre-ci. Son plus grand défaut, c'est le coût très élevé qui va bien au-delà de la valeur à protéger. Et l'autre type d'ouvrage, c'est l'enrochement. L'enrochement qui, lui aussi, se distingue un peu par rapport aux autres. Et dans les 2 cas, cependant, les gens perdraient leur vue. L'enrochement encore plus parce que la hauteur de crête est à près de, on disait 3 mètres, c'est presque 9 pieds. Et au niveau de la recharge de plage, on parle de 2 mètres, hein, autour de 6 pieds. Scénario de relocalisation préventive. C'est sûr, quand on arrive à des solutions avec des ordres de grandeur aussi importantes, on commence à envisager la relocalisation. Scénario de relocalisation préventive, on vise à peu près 71 bâtiments. C'est grosso modo le premier rang côtier. C'est la première ligne de maisons
face à la mer. Dans un scénario préventif, il y a deux options qui s'offrent, soit le déplacement ou la location de départ, qui vous seront expliquées tout à l'heure. Il y a une possibilité aussi de financer la ville de Matane pour développer un secteur d'accueil. À cela s'ajoute aussi la remise en état des lieux, donc retirer les fondations, peut-être juste s'assurer que l'enrochement aussi en place soit adéquat pour continuer un peu sa fonction de protection. Les coûts estimés à un projet de recharge de plage, c'est 38 millions de dollars, qui inclut aussi la mise en place d'un quartier pour accueillir ces personnes-là. Quand on compare en fait les solutions en ingénierie avec la relocalisation préventive, bien, évidemment, relocaliser des gens, ça, disons, assure la sécurité à jamais, en fait, je veux dire pour toujours, parce que, en fait, on déplace les gens de la zone à risque. Au niveau de la durabilité, bien, c'est la même chose. En fait, l'ouvrage n'est pas à refaire. Une fois qu'on a déplacé les gens, le risque est éliminé complètement. La faisabilité, bien, elle est possible. Les coûts sont aussi d'une ordre de grandeur raisonnable. On parle de 38 millions, incluant la construction d'un nouveau quartier. C'est adapté, évidemment, pour le milieu. Et les impacts environnementaux bien, sont très faibles parce qu'on n'agit pas dans le littoral et il n'y a pas aucun empiètement dans le littoral. Donc, on voit, évidemment, quand on compare tout ça, c'est sûr que la relocalisation préventive, parmi ces trois solutions qui se distinguent là, est celle qui ressort le plus. Ceci dit, ce choix-là revient quand même à la municipalité. C'est à elle de vous consulter et de voir qu'est-ce qu'elle décidera pour la suite. Actuellement, on est en train de finaliser une analyse par bâtiment. Vous avez vu des gens qui sont venus arpenter vos maisons il y a 2 ans peut-être. Donc, les gens avaient mesuré les premières ouvertures. Actuellement, à la suite des différentes tempêtes que vous avez subies, les différentes hauteurs d'eau atteintes lors de ces événements-là, des projections de débris, des déferlements de vagues, ces analyses-là ont été faites par bâtiment et ce qui permet en fait d'identifier le risque et de cibler les résidences les plus importantes à déplacer. Aussi dans on va dire dans cette analyse-là, il y a des résidences dont la situation est jugée préoccupante, où on considère que le niveau de risque est très élevé, où on va dire même on considère que c'est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens, et qui nécessite aussi une action immédiate. Il y a quelques résidences qu'on a identifiées comme ça. Donc, ces gens-là, une fois que la municipalité va vous rencontrer pour vous consulter, par la suite, il y a un certain nombre de personnes qui seront rejoints par notre ministère pour leur apprendre finalement que leur situation est jugée dangereuse. Puis il y aura une allocation de départ ou de déplacement qui leur seront offerts dans le cadre d'un autre programme qu'on appelle le programme général. À cela, je partage le reste à mon collègue Jérôme. Merci Jean-Denis. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, vous pouvez revenir à la diapositive d'avant, là, je vais pouvoir vous le dire quand elle a changé, là. Parfait. Donc, bien, bonjour à tous et merci Jean-Denis. Donc, pour faire un petit résumé, là, jusqu'à maintenant, on a eu les explications d'Étienne là, concernant la zone à l'étude. On vient d'avoir les explications de Jean-Denis sur les différentes solutions et les niveaux de risque en lien avec la zone à l'étude. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a différents niveaux de risque pour les bâtiments et je vais maintenant vous expliquer comment peuvent fonctionner les différents programmes du ministère de la Sécurité publique pour ce genre de situation. Je suis conscient là, que vous avez eu beaucoup d'informations ce soir, mais vraiment à partir de maintenant, on va se concentrer
concentrer sur l'aspect là, financier du projet. On va pouvoir changer de diapositive. Donc, dans un premier temps, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il existe deux programmes distincts. Donc, on a le cadre de prévention des sinistres, le CPS, là, qui se veut un programme de prévention et qui est uniquement disponible pour des secteurs là, qui sont priorisés. C'est une démarche qui est collective et menée principalement là, par la municipalité. Donc, ça, c'est le premier programme. Dans un second temps, on a le Programme général d'assistance financière lors des sinistres, donc le PGAF, qui est un programme qui est disponible pour tous les citoyens qui sont touchés par un sinistre. Donc, quand on dit touché par un sinistre, on peut là, facilement penser aux différentes inondations qu'on a eues dans le passé. On a eu les inondations majeures de 2017, 2019. Eh bien, ce genre de sinistre-là est géré à même ce programme. Dans le sens où, comme vous l'avez vu dans la présentation, au niveau du cadre de prévention, il peut y avoir un ouvrage de protection. Sinon, c'est la relocalisation. Donc, quand on parle de relocalisation, là, on parle vraiment de déplacement de la résidence ou une allocation de départ. Puis, juste pour être clair pour tout le monde, l'allocation de départ, là, ça consiste vraiment à démolir sa résidence et se reloger, dans un autre bâtiment. Au niveau du PGAF, lorsqu'on tombe en danger imminent, les deux options possibles dans la situation actuelle pour Matane, c'est vraiment soit le déplacement de la résidence sur un autre terrain ou la location de départ. Il n'y a pas de possibilité via le programme général d'assistance financière de faire un ouvrage de protection pour les résidences ciblées par un avis de danger imminent. Je dis qu'il n'y a pas de possibilité via le programme, mais si jamais c'est un ouvrage de protection qui est sélectionné via le CPS, bien, potentiellement que ça va avoir aussi un impact sur les gens qui sont en danger imminent. Mais là, je vous explique dans les grandes lignes, c'est quoi la différence là, entre les deux programmes. Donc, on va tomber maintenant aux deux derniers points là, du tableau. Puis c'est vraiment là les grandes différences là, entre les deux programmes. Pour le cadre de prévention, le demandeur, c'est la municipalité. Donc, c'est elle qui va gérer le projet, puis indirectement, comme elle gère le projet, bien, au niveau des délais de réclamation, puis comment ça va se passer, ça va être à discuter avec la municipalité, bien évidemment. Pour ce qui est du PGAF, le demandeur, c'est directement le citoyen qui est visé par un avis de danger imminent. Donc, comme l'assistance financière est à titre personnel, ce n'est pas géré via une entente avec la municipalité. Ça veut donc dire que chaque propriétaire d'une résidence visée par un avis de danger imminent doit réclamer et avoir un dossier avec nous. Quand je dis nous, c'est le ministère de la Sécurité publique. Donc, en lien avec ces avis-là, les citoyens doivent faire une demande et cette demande-là doit être faite dans les 12 mois suivant la date de l'arrêté ministériel décrétant l'imminence. Donc, ça, c'est très, très avocat, très, très libellé. Ce que ça veut dire, là, grosso modo, c'est si, par exemple, on arrive au mois de mars et il y a des gens qui reçoivent un avis de danger imminent en mars 2026, eh bien, ils vont avoir jusqu'en mars 2027 pour nous fournir le formulaire de réclamation. Ça ne veut pas dire de prendre une décision, ça veut juste nous dire je veux réclamer là, au niveau du programme général d'assistance financière. L'autre délai par rapport au programme, c'est pour compléter les travaux. Donc, les travaux doivent être complétés dans les 18 mois suivant la date de signature du choix du sinistré. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'avec le PGAF, c'est le citoyen qui est maître de ces délais. Donc, on peut voir que les citoyens ont du temps pour faire leur choix. Et à l'inverse, ceux qui sont prêts à prendre une décision très rapide suivant la réception de l'avis peuvent régler leur dossier avec nous très rapidement. Donc, à titre d'exemple, on a déjà eu, nous, des citoyens qui ont ouvert leur dossier de réclamation avec nous, nous avaient fourni la documentation nécessaire pour pouvoir réclamer, ont décidé d'opter pour l'allocation de départ, ils ont procédé à la démolition de leur résidence, se sont relogés, puis nous ont fourni les documents finaux, et ça s'est fait en seulement quelques mois. Donc, c'est là la distinction qu'il faut faire là, avec le programme général d'assistance financière. Comme on est en danger imminent, ben, on agit très rapidement si les gens le veulent. Pour faire un résumé, les deux programmes offrent les mêmes montants, sensiblement les mêmes options, mais la façon de réclamer n'est pas la même. D'un côté, c'est avec la municipalité et de l'autre côté, c'est directement via un programme géré par le ministère de la Sécurité publique.
Je tiens aussi là, vraiment à vous préciser que ce soir, on voulait vous donner de l'information générale sur les deux programmes. Mais c'est évident que si on a des avis de danger imminent dans le secteur et qu'il y a des résidences ciblées, eh bien, on va venir vraiment faire une rencontre plus spécifique sur comment réclamer chez nous, quelles sont les étapes précises. Il y aura des rencontres individuelles avec les gens du ministère. Là, puis je ne veux pas mélanger personne ce soir. J'ai entendu la municipalité qui voulait faire des rencontres individuelles avec vous. Là, quand je vous parle de rencontres individuelles, c'est vraiment en lien avec le programme général d'assistance financière pour les gens qui vont être visés par un avis de danger imminent. Donc, de mon côté, au niveau des différences et des explications du programme, là, ça ferait le tour de l'information que je voulais vous mentionner ce soir. Excusez. OK, prochaines étapes. Je sais que ça fait beaucoup d'informations ce soir pour chacun d'entre vous. La prochaine étape va venir assez rapidement. Pendant la période de questions ou juste après, on va distribuer des feuilles de prise de rendez-vous. La Ville va mettre à disponibilité les effectifs nécessaires pour vous rencontrer sur une période d'une journée, le 10 mars. S'il faut nous indiquer des disponibilités, c'est bien inscrit sur la feuille. On veut les 3 préférences d'horaire de temps qui vous conviennent le mieux. Ça va se dérouler au Riotel de Matane. C'est très important de savoir que si vous ne pouvez pas être là le 10 mars, on pourra vous rencontrer sur base individuelle, mais il faudra passer par Stéphanie Dufour, qui est notre agente de liaison. Elle a également des cartes d'affaires qu'elle vous distribuera sur vos tables. Soit, si vous ne pouvez pas non plus contacter Stéphanie, appelez directement à la Ville de Matane au 562-2333. Ils vont relayer l'information à la bonne personne. On tient absolument à vous rencontrer. Pourquoi? Parce que dans le processus décisionnel des élus, si vous avez bien observé, il y a 3 scénarios sur la table présentement. La recharge sédimentaire, l'enrochement et la relocalisation préventive. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on veut votre opinion, on veut connaître vos questions, on veut savoir aussi quel genre de solution vous privilégiez pour faire un rapport de consultation publique qu'on compte remettre aux élus au début mai. Et en parallèle, on fait une évaluation de l'acceptabilité sociale du projet. C'est une démarche que je veux le plus transparente possible. Ce rapport-là sera également remis aux élus au début mai. Puis, ils pourront à ce moment-là prendre une décision éclairée. Donc, là, on va passer bientôt à la période de questions. Nous, normalement, la présentation devrait se faire aux élus, justement, au début mai. Et là, la période de présentation est terminée. Je vais repasser la parole à Hugo pour qu'il vous explique la période de questions, comment ça va se dérouler. OK, merci beaucoup. Donc, vous avez sûrement beaucoup de questions qui vous viennent en tête. Quand on s'est vu, pour ceux qui étaient là en juin 2025, on a fait une méthode pour recueillir les questions parce que vous êtes quand même entre 100 et 125 ce soir. Donc, je pourrais me promener dans la salle avec le micro, mais je vous garantis qu'on ne passera pas plus que 10-15 questions. La dernière fois, on en a eu 75 questions qu'on a réussi à adresser aux gens de la Ville, aux gens du MSP et de d'autres personnes, puis qu'on veut faire la même formule. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit à la fin de la réunion que ça avait bien fonctionné, la période de questions, que ça évitait d'aller dans le commentaire, puis qu'on allait droit au but avec les questions. Donc, on va faire la même chose ce soir. Ce qu'on veut faire avec vous, c'est prendre 10 minutes. Donc, à chacune de vos tables, il y a un animateur ou une animatrice. Est-ce que vous pourriez lever la main, ceux qui ont été désignés? Levez-la bien haut, parce qu'il y a des gens qui vont voir à quelle table il n'y a pas personne. Donc là, ça serait le temps pour Caroline, peut-être M. Potier, d'aller rejoindre les tables où il n'y a personne. Gardez la main levée 2 secondes, juste qu'on identifie les tables où il n'y a personne. Fait que Caroline, tu pourrais peut-être prendre la table au fond. Puis Jonathan, peut-être effectivement la table là. Est-ce que tout le monde a quelqu'un à sa table? Isabelle est là. Est-ce qu'il y a une table qui n'a personne? Ici. Puis là. Là, il y a M. Potier qui s'en va là. Fait qu'il va nous manquer 2 animateurs de table. Fait que si jamais... OK. Fait que M. Truchon, peut-être à la table qui signifiait ici. Il nous manque une dernière personne. Donc, on va vous trouver quelqu'un. Ça ne sera pas long. Donc, ces gens-là... OK, on peut baisser la main. Merci beaucoup. Donc, ces gens-là ont une tâche. C'est certainement pas de répondre à vos questions, mais c'est de noter vos questions. Donc, en 10 minutes, allez droit au but. Dites-lui, moi j'ai une question.
et cette personne-là va l'écrire. On a comme 4 cases pour catégoriser les questions. Là, ils vont s'occuper de tout ça. Mais évitez de prendre 5 minutes pour faire un commentaire. Le but, c'est de recueillir les questions de votre table. Moi, je vais tout adresser les questions que vous posez, telles quelles, à la ville, au ministère. Et la dernière fois, on a pris entre 1h15 et 1h30 pour répondre à toutes les questions. Fait qu'on est prêt à faire la même chose, même plus longtemps s'il le faut. Encore une fois, tout ça est enregistré. Fait que si jamais vous devez quitter, bien, vous aurez accès à la vidéo pour écouter les questions et les réponses. Donc, on est convaincu que ça va bien se passer. 10 minutes, c'est vite passé. Là. Fait que prenez pas le temps de vous saluer, de vous présenter. Là. Posez vos questions à l'animateur de table. Il va les noter. Assurez-vous que votre question elle est très claire. Puis dans 10 minutes, je vais faire signe aux animateurs de venir me porter les feuilles. Ce serait un bon moment dans 10 minutes de vous lever, d'aller vous prendre un café, des biscuits si vous voulez, aller aux toilettes. Mais dans 15 minutes, on va recommencer. Et là, on va aller à la période des questions. Donc, pour les animateurs, je vous laisse travailler. OK, on y va. Première question. Question pour la ville de Matane. Vous dites que vous nous consultez. Et est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que la décision est déjà prise? Donc, pour M. Caron, probablement. Non, la décision n'est pas prise. En fait, les rencontres individuelles du mois de mars vont servir à ça, déterminer, en fait, aider les élus dans leur processus décisionnel, à savoir c'est quoi votre opinion, qu'est-ce qui va les guider dans leurs décisions. Il y a un rapport qui va être émis, justement, comme je le disais, d'ici le début mai. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ben, la relocalisation, c'est bien beau, mais on va aller où? Où les gens vont être relocalisés? Y a-t-il de la place à Matane? Pour l'instant, il y a quelques terrains disponibles à Matane, mais présentement, en toute honnêteté, nos équipes n'ont pas débuté une grande prospection des terrains. La raison est fort simple, c'est que si jamais c'est des ouvrages de protection qui sont privilégiés par les élus, ces efforts-là vont avoir été en vain. Par contre, lorsqu'on connaîtra l'orientation du Conseil, probablement, j'imagine, quelque part en mai-juin, ben, on déterminera les efforts ou on démontrera les efforts nécessaires à faire des nouvelles rues ou en tout cas à trouver des nouveaux terrains disponibles pour l'habitation. Donc, il y a des gens qui veulent savoir s'ils peuvent être relocalisés même si la ville décidait d'avoir un ouvrage de protection. Est-ce qu'il peut y avoir les deux? Ça serait en cas d'imminence de risque. Probablement que les gens de la sécurité publique pourraient préciser davantage, mais effectivement, en cas d'ouvrage de protection, s'il est choisi, ce sera les gens en imminence de risque seront privilégiés pour un déménagement quand même. Est-ce que c'est possible d'avoir une solution mixte, donc d'avoir un enrochement à certains endroits ou une recharge de plage, j'imagine, et de la relocalisation? Est-ce qu'il peut y avoir un peu des deux? À ce stade-ci, l'option n'est pas sur la table. La seule mixité possible pour le moment, c'est en cas d'imminence de risque. Quelqu'un déciderait de prendre la location de départ ou un déménagement, puis il y aurait un ouvrage de protection qui pourrait être bâti ou construit par la suite. OK. Est-ce qu'on peut réexpliquer peut-être avec la diapo à l'écran là, tranquillement pour la relocalisation à quel montant d'argent les gens pourraient avoir droit? Donc, revenir là-dessus. Je sais que ça a été expliqué, mais je pense que ça vaudrait la peine qu'on le refasse une deuxième fois facilement. Jérôme Lacasse qui est en ligne, est-ce que tu avais saisi la question? En réalité, là, la question, c'était en lien directement avec le déplacement de la résidence ou avec l'allocation de départ, juste pour être certain de donner la bonne réponse. Sur les sommes allouées pour chaque programme. OK. Donc, si on y va au niveau des sommes allouées, le montant maximal pour le bâtiment va s'élever à 385 000 pour une résidence principale, donc un dossier particulier, 485 000 pour une entreprise. Bien évidemment, le montant maximal, ça ne veut pas dire que tous les gens vont avoir accès à ce 385 000-là, parce que nous, on va payer le moindre entre le coût neuf jusqu'à concurrence de 385 000 ou 485 000. Donc, un exemple très concret que je peux faire, on a un bâtiment, par exemple, qui est jugé en éminence. On a la fiche technique du bâtiment qui va venir nous indiquer quel est le coût neuf de la résidence. Puis, pour le bien de la compréhension, le coût neuf de la résidence, ce n'est pas le montant d'évaluation municipale.
c'est un autre montant. Et grosso modo, ce coût neuf-là représente un peu la valeur de reconstruction du bâtiment en date d'aujourd'hui. Donc, ces montants-là là, pourront être divulgués aux gens. Là, si jamais c'est en imminence, nous, on va avoir accès à ça. Et bon, on va payer le moindre entre les deux. Si on a un coût neuf à 250 000, bien, on ne paiera pas 385 000. On va payer 250 000. Par contre, à ça s'ajoutent d'autres montants. Si on va, par exemple, pour le programme général d'assistance financière, donc tout ce qui est frais de démolition, frais de déménagement, ça, c'est des montants qui peuvent être donnés en supplément au niveau de ces dossiers-là. Donc, bien évidemment, comme je l'ai dit un peu, pour les gens qui vont être plus ciblés là, dans les dangers imminents, une présentation qui sera faite beaucoup plus précise, mais rapidement, les montants maximum vont ressembler à ça là, pour les programmes. Puis au niveau du CPS, comme je disais, c'est la même mécanique là, au niveau des montants maximum. OK. Donc, je m'en vais sur le mot imminence. Vous avez parlé d'imminence, de danger imminent. Comment vous déterminez, c'est quoi les critères pour dire qu'il y a un danger imminent pour un bâtiment, notamment une maison? Comment on définit ça? Pour déterminer si une maison est à risque imminent, en fait, c'est qu'on juge que la situation est dangereuse pour la sécurité des personnes et des biens et que ça demande une action immédiate. Puis, dans ce cadre-là, à Matane-sur-Mer, en fait, c'est selon les modélisations des différentes tempêtes qui ont eu lieu à Matane-sur-Mer, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été modélisées et qui ont été reproduites. Il y a la tempête de 6 décembre 2010, qui était une récurrence de 70 ans. Il y a la tempête de 2018, en fait, le 6 janvier 2018, qui était une tempête d'au-delà de 100 ans de récurrence. Donc, c'est des tempêtes qui sont importantes. Puis, il y a des tempêtes aussi qui sont plus fréquentes, comme la tempête, par exemple, du 30 janvier 2016 ou même de mémoire, le 11 ou 13 janvier 2016 aussi. Donc, c'est des tempêtes qui reviennent régulièrement. Là. C'est des tempêtes de récurrence 5 ans. Et malgré cela, ils provoquent des dommages aux résidences. Fait que nous, il y a des situations qu'on considère comme dangereuses. C'est si au-delà de 0,6 mètres d'eau, par exemple. Là, c'est dangereux. Les personnes peuvent être emportées par l'eau. Ils peuvent occasionner de la noyade. Et à cela, s'il s'ajoute de la projection de débris, du déferlement de vagues, c'est là aussi que ça devient dangereux. Et quand on combine tout ça, pour nous, il y a des situations qui deviennent inacceptables. Okay. Mettons que je ne prêtais pas attention tantôt. Est-ce que vous avez mentionné qui est en danger imminent et combien il y a de propriétés qui sont en danger imminent? Avez-vous mentionné ça? Non, on n'a pas encore mentionné ça. En fait, les personnes qui auront été identifiées comme imminents, ils vont être... en fait, on va communiquer avec eux dans la semaine probablement, à la suite de la consultation de la municipalité qui va se faire le 9 mars, le 10 mars. À partir du lendemain, ces citoyens-là qui auront été identifiés comme imminents il y aura un lien qui sera fait avec vous. Et ils seront rencontrés en fait, par groupe dans un premier temps et par la suite individuellement. Il y a des gens qui sont sur Matane-sur-Mer, peut-être aux deux extrémités, qui ont des doutes. Quelles adresses sont concernées par la zone d'étude? On est de quelle adresse à quelle adresse? Mettons dans un scénario, par exemple, peu importe le scénario, dans la zone d'étude du dossier qu'on parle. Il faudrait préciser, mais d'un point de vue géographique assez facile à connaître, là, c'est l'entrée ouest de Matane-sur-Mer. Toutes les maisons, incluant celles qui ont frontage sur la rue Matane-sur-Mer, mais qui ont une adresse du Far West. Et ça s'en va jusqu'à la traque de chemin de fer près du port de Matane. Géographiquement, je n'ai pas les adresses, mais géographiquement, c'est des bons points là, qu'on peut noter. Oui, à peu près à partir du quai jusqu'à l'entrée ou la sortie ouest de Matane-sur-Mer. Donc, mettons que je ne connais pas le coin. Là, le camping, il est où là-dessus? À peu près? À peu près, là, on a l'entrée ouest de Matane-sur-Mer là, juste à gauche de la carte. Donc, toute cette zone-là jusqu'au quai. Jusqu'à pas de maison. Oui, exactement. Donc, on est ici, là, c'est ça? Okay. Oui, tout à fait. C'est bon. Est-ce que dans tous les scénarios que vous avez mentionnés,
il y a quelque chose qui touche le deuxième rang côtier. Donc, toutes les maisons qui sont en bas de Matane-sur-Mer, plus vers le sud-ouest. C'est sûr que Sud-est. dans un horizon dans un climat futur, on parle de 2100, toutes les maisons du secteur sont touchées. Pour l'instant, s'il y a un scénario de relocalisation qui est envisagé, aucune maison du deuxième rang n'est touchée. Mais, comme on disait, c'est la pérennité entre 30 et 50 ans pour ce programme-là. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu un petit peu des surprises récemment, là. Est-ce qu'il y a des cartes d'inondation qui sont connues en ce moment? Est-ce que ces secteurs-là sont officiellement en zone inondable, oui ou non? Je ne sais pas à qui s'adresse la question, là. Non, il n'y a pas de carte de zone inondable actuellement. Au ministère de la Sécurité publique, on finance en fait l'UQAR pour produire ce genre de zonage-là. On est en train de les produire. Puis, en fait, c'est actuellement... Ces premières cartes-là vont sortir pour cette île, mais après ça, ça va se continuer, là. Mais en fait, pour Matane-sur-Mer, actuellement, il n'y a pas encore de carte de zone. Au niveau de l'estuaire du Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent, on parle plutôt de carte d'érosion et de submersion côtière. Cependant, il existe une carte de contraintes liée à l'érosion, mais celle liée à la submersion n'existe pas encore. Cependant, on peut déjà imaginer à quoi ressemblerait cette carte-là, puisque finalement, la méthode qu'on utilise, c'est la submersion 2100 pour les prochaines cartes de zone de contrainte à la submersion. Donc, est-ce que je comprends bien que ce qui est en zone de submersion, c'est ce qui peut se faire remplir d'eau quand il y a une tempête puis redescendre tranquillement? Oui. Déferlement, c'est des débris qui peuvent entraîner différents dégâts et qui est plausible de croire que des cartes d'inondation plus tard viennent inclure ces zones-là, mais ils ne sont pas encore dans les cartes. C'est ça. OK. Combien de personnes vont être rencontrées le 10 mars? Vous êtes tous invités à être rencontrés. Donc, les 181 propriétaires, en fait, il y a 181 bâtiments, là, peut-être pas autant de propriétaires, mais tout le monde est invité à venir nous rencontrer le 10 mars. Je réitère que si vous n'avez pas la possibilité de nous rencontrer le 10 mars, nous contacter via notre agente de liaison, Stéphanie Dufour, puis on trouvera un moyen de vous rencontrer, soit en virtuel, soit en personne. On se déplacera pour vous rencontrer. C'est notre mandat de la part des élus. Pour le ministère de la Sécurité publique, vous avez dit tantôt qu'il y aurait des cartes sur les tables. Est-ce que les cartes apparaissent pendant la période de questions ou après la période de questions? On pourrait les mettre disponibles après la période de questions, puis on va prendre le temps de répondre à vos questions s'il y en a. Là. OK. Dans le but d'éviter trop de bruit avec le papier? OK. Effectivement, pour éviter la cohue, Bon. là, on va en mettre disponible en masse. Mais personne ne se sauve après. Les cartes vont être là. Ils vont pouvoir discuter avec vous. OK. Pour les ouvrages de protection, je pense que ça mériterait de reclarifier. Est-ce que les ouvrages de protection peuvent empiéter seulement sur la cour arrière des maisons qui sont dans le premier rang côtier, donc qui sont sur le bord de l'eau, ou ça se peut qu'il y ait des ouvrages qui nécessitent d'enlever les 70 bâtiments du rang côtier qu'on voit sur la carte en mauve? Il y a les 7 solutions qui sont affichées ici à l'écran. Le premier scénario de recharge de plage, la recharge se fait devant l'enrochement. Il n'y a aucun bâtiment qui est impacté. Cependant, la recharge de plage empiète un peu sur le terrain, ça viendrait vraiment proche des résidences. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième, pour celui que la recharge de plage est reculée pour diminuer les volumes de recharge, celui-là, il impacte à peu près l'ensemble des résidences. Ça, c'est le deuxième scénario de recharge de plage. Les résidences du premier rang côtier. Du premier rang côtier, c'est ça. La recharge viendrait presque jusqu'à la route. OK, la rue Matane-sur-Mer. Le troisième scénario, c'est l'enrochement. Cet enrochement-là, lui aussi, il n'y a pas d'impact au niveau des résidences. Si on fait abstraction de la vue. Là. Mais finalement, ce scénario d'enrochement-là, il est sur la rive et en empiètement vers la mer. Même chose pour l'enrochement surbaissé.
Mais celui-là, il y a beaucoup plus d'empiètement au niveau du littoral. Le riprap, même chose. Mais c'est tous des ouvrages qui viennent très, très proches des bâtiments. Vraiment proches. Brise-Lames au large, mais à lui, c'est au large. Puis plage suspendue, ben, c'est une solution qui ne se met pas en place. Fait qu'il y a deux. Après, il y a deux scénarios. Là, il y a le scénario de recharge ici qui empiète sur à peu près l'ensemble des résidences. Mais sinon, les autres, non. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ce qui s'est fait à Sainte-Flavie. C'est lequel des scénarios à l'écran qui a été fait à Sainte-Flavie? C'est le deuxième scénario. Donc, la recharge de plage reculée. Excusez, c'est le premier. Excusez. OK. En fait, oui, c'est le premier scénario qui a été fait à Sainte-Flavie. Puis, disons, en termes d'ampleur, là, à Sainte-Flavie, c'était 1,2 mètres, si je me rappelle bien, de haut. Ici, mais ça serait plus 2 mètres. Donc, ça serait plus haut. Puis, en termes de volume, ça serait à peu près 5 fois le volume de Sainte-Flavie, en termes de volume de matériaux. Donc, on s'entend, bien, la zone est plus longue, beaucoup plus longue, mais aussi, c'est beaucoup plus profond. Donc, il faut remplir tout ça. Là. Ouais. Donc, quand on fait de la recharge de plage comme à Sainte-Flavie, est-ce qu'il est possible d'avoir des escaliers pour monter dessus, des accès à l'eau comme à Sainte-Flavie? C'est quelque chose qui est envisageable? Oui, oui, c'est en fait à Sainte-Flavie, c'est des mesures d'atténuation qui ont été, en fait, pour l'acceptabilité sociale demandées par la population et mis en place. Là. C'est en fait, c'est des accès qui ont été mis, de la végétalisation qui a été mise aussi à l'arrière de la recharge. Il y a une couche confort aussi qui a été mise sur le dessus en sable. Et finalement, la recharge peut servir aussi de promenade, mais il ne peut avoir aucune infrastructure permanente sur une recharge de plage parce que c'est un ouvrage dynamique. On n'accepte pas qu'il y ait quelque chose de permanent, une pergola ou quelque chose comme ça, mais une table à pique-nique, c'est correct, qui doit être enlevée à l'automne. Avez-vous regardé l'option de monter les 140 maisons de 2 mètres sur des pilotis? Cette solution-là, non, on ne l'a pas regardée. Ouais. Dans les zones où il y a déjà de l'enrochement, qui est encore de bonne qualité, est-ce que c'est sécuritaire de garder juste ça pour y vivre? Est-ce que les enrochements actuels font la job s'ils sont en bonne qualité? Bien, en fait, dans des enrochements comme vous, dans les portions qui sont de bonne qualité encore, là, oui, bien, c'est protégé contre l'érosion côtière. Mais le problème, en fait, c'est à Matane-sur-Mer, c'est plus la submersion côtière. C'est quand ça passe par-dessus lors des hauts niveaux d'eau. Et ici, à Matane-sur-Mer, c'est particulier parce que vous avez des tempêtes qui n'impactent pas ailleurs. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des niveaux si hauts que ça. Il suffit d'avoir des hautes vagues pour que ça passe par-dessus votre ouvrage de protection, alors que ce même type de tempête-là, quand les niveaux ne sont pas si hauts, là, les vagues ils déferlent au large sur la plateforme rocheuse, comme à Petit-Matane, comme à Sainte-Luce, comme dans tous les villages côtiers du Bas-Saint-Laurent. Il y a toujours cette fameuse plateforme rocheuse-là qui protège en conditions normales, lors des niveaux d'eau normales. Fait que même s'il y a des grosses vagues, ça déferle au large. Mais quand vous avez... mais c'est juste comme des tempêtes exceptionnelles comme 2010 là, qui vient affecter l'ensemble des municipalités. Là. Mais vous, à Matane-sur-Mer, il suffit juste d'avoir des hautes vagues, puis ça passe. Parce qu'il n'y a rien pour les freiner. C'est... C'est un peu ça le concept de l'enrochement surbaissé qu'on voit. Là. C'est un peu comme une genre de plateforme comme ça, d'un enrochement, effectivement. Donc, on va laisser les gens répondre. On va laisser les gens du ministère répondre. Prochaine question. Est-ce qu'on comprend bien que l'enrochement, ça va être pour M. Jean-Denis, est-ce qu'on comprend bien que l'enrochement, toutes les maisons peuvent rester là? Oui, le scénario 3, oui. Mais il faut juste avoir en tête que l'enrochement il va être vraiment proche des maisons et
Cette hauteur-là va être presque de 9 pieds de haut. OK. Donc, ici, mettons, dans la salle, c'est des plafonds de 8 pieds à peu près. Fait que là, on parle de 9, même 3 mètres, c'est presque 10 pieds même déjà. Là. Presque, oui. OK. OK. Donc, c'est 2 pieds plus haut que le plafond à peu près. C'est ça la hauteur de l'enrochement. OK. Est-ce que... Non, vous pouvez pas... À partir des terrains. Au-dessus du sol, oui, c'est ça. Oui, oui. Non, à partir du sol des terrains, c'est ça. Du terrain naturel, en fait, si on veut, là, où vous avez le gazon, peut-être, là, j'imagine. OK. Est-ce que dans 10 ou 15 ans, il va rester des plages à Matane-sur-Mer? Bien, à Matane-sur-Mer, déjà, on voit qu'il n'y en a plus beaucoup. C'est sûr que si, en fait, ils vont être voués tranquillement à disparaître encore plus avec les ouvrages rigides qui ont été mis en place. Mais s'il se met en place différents types d'ouvrages comme les enrochements et tout ça, bien, ça va complètement recouvrir le restant de plage. Ça, c'est sûr. Ouais. Il n'y a qu'un ouvrage qui va recréer une plage à Matane-sur-Mer en gravier, mais ce serait la recharge de plage. Donc, vous venez ce soir de dévoiler, en fait, les risques. Demain matin, vous publiez le rapport sur votre site Web. Est-ce que la valeur des maisons vient de prendre un coup dès demain? Je demanderais peut-être à mon collègue Jérémy de venir offrir une piste de réponse là-dessus. Bien, pour ce qui est des valeurs, la valeur marchande, c'est déterminé par le marché. Fait que c'est certain que je ne suis pas devin. Je ne sais pas ce que demain matin, les maisons, à quel montant ça va se vendre, s'ils sont vendus. Pour ce qui est de la valeur foncière, vous êtes toujours dans la période où c'est possible de demander une révision à l'évaluateur agréé, vu qu'on est dans une période de dépôt de nouveaux rôles. Pour ça, je vous invite à visionner une vidéo qu'on a en ligne sur notre site web qui explique un peu comment a été déterminée cette valeur-là, puis le détail pour les demandes de révision administrative. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que vous allez consulter surtout les gens du premier rang côtier. Est-ce que les gens du deuxième rang côtier ont le droit à être consultés, rencontrés eux aussi? Tout à fait. Puis, je l'ai mentionné là, lorsque j'ai distribué des feuilles à certaines tables. Ils m'ont posé la question, on veut connaître l'opinion de tout le monde. Je dis, mais c'est les élus qui veulent connaître vos opinions là-dessus. Donc, on invite tout le monde à nous rencontrer le 10 mars et après, si ce n'est pas possible. Selon les scénarios que la Ville de Matane va prendre, est-ce que ça peut avoir un impact sur les taxes municipales de l'ensemble des contribuables? Et, deuxième question, dans les taxes des gens du secteur Matane-sur-Mer? Il reviendra aux élus de le déterminer, de quelle façon ils vont financer la solution qui va être adoptée. D'ici ce temps-là, on ne peut que spéculer. Est-ce que le nouvel ouvrage, mettons que vous faites une recharge de plage ou un enrochement, ce terrain-là, là, où il y a la roche, ça devient du domaine public de la Ville de Matane, du gouvernement du Québec, du fédéral? Ça appartient à qui, un ouvrage qui est construit? Un ouvrage qui est construit, en fait, nous, le ministère de la Sécurité publique, là, on soutient la municipalité de Matane dans la mise en œuvre d'une solution. Fait que si c'est l'enrochement ou une recharge de plage qui est retenu, l'ouvrage de protection, c'est le maître d'œuvre, c'est la municipalité. Donc, c'est elle qui en est la propriétaire. Donc, est-ce qu'on peut déduire que dans 30 ans ou 50 ans, vous avez parlé de la durée de vie, si c'est à refaire ou si c'est à faire une réfection ou à faire de la maintenance, c'est la Ville de Matane qui va avoir à payer ça? Oui, à moins qu'il y ait des programmes comme actuellement pour soutenir les municipalités, pour les aider à faire de la mise à niveau d'ouvrages de protection existants, mais dans 30 ans, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'il va y avoir comme programme à ce moment-là. Bien, je vais juste finir. On a quand même 75 questions, mais après ça, je verrai s'il en reste, OK? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que tous les propriétaires de la zone de Matane-sur-Mer, dans la zone d'études, ont été informés de la rencontre de ce soir?
Il y a eu des envois postaux, il y a eu des distributions de porte-à-porte, on a eu des courriels d'envoyés. À ce moment-ci, même les propriétaires qui sont non résidents ont été interpellés. Si vous connaissez des gens de votre secteur qui sont pas informés, puis qui sont propriétaires, puis qui n'ont eu aucune idée de la rencontre qui a eu lieu aujourd'hui, s'il vous plaît, demandez-leur de nous appeler parce qu'à ce stade-ci, on a déployé les efforts qu'on pouvait pour rejoindre tout le monde dans le secteur. Si mon voisin est en Floride jusqu'au mois d'avril, comment il va faire pour être rencontré? On peut faire une visio, on peut le faire à distance. S'il n'est pas à l'aise, votre voisin, avec une visioconférence, on peut faire un appel téléphonique. On va utiliser les moyens qu'on a à notre disposition. Je lis la question comme elle vient, là. Quand est-ce que les travaux commencent? C'est une excellente question. À ce moment-ci, on n'a pas d'échéancier. On essaiera de rendre la décision le plus rapidement possible. Mais évidemment, faire des travaux, ça demanderait de l'ingénierie, probablement des études d'impact environnemental. Fait qu'on ne peut pas, à ce stade-ci, vraiment avoir un échéancier précis. Donc, on a. Ben, est-ce qu'on peut donner un horizon, un ordre de grandeur, justement? Selon ce que les tableaux qui ont été montrés en début de présentation par Étienne, on parlait des travaux environ autour de 2028-2029. OK. Donc, dans les scénarios de recharge de plage, là, on comprend qu'il y a des scénarios qu'il faut que la maison du premier rang côtier soit enlevée. Mais est-ce qu'il y a d'autres scénarios où c'est juste, mettons, la moitié du terrain ou jusqu'à la galerie arrière, que les gens peuvent rester là, mais ils perdent un bout de terrain? Mais déjà, le scénario 1, là, celui que vous voyez au sommet de la colonne, là, le premier, recharge de plage, celui-là, il empiète déjà quand même de façon importante sur le terrain aussi, là, mais il n'atteint pas les bâtiments. Il se rapproche beaucoup des bâtiments, mais il n'atteint pas les bâtiments. Donc, s'il y a un scénario qui se rapproche des bâtiments, mettons que la personne passe à cour arrière, est-ce qu'il y a un dédommagement pour la partie de terrain perdue? Non. Non. OK. Fait que là, je vais vous poser des questions par rapport à certains scénarios qui ne semblent pas avoir été retenus. Donc, pouvez-vous réexpliquer pourquoi la plage suspendue n'a pas été retenue? Peut-être, M. Repars, est-ce que vous êtes toujours là? Puis, amener donc, des je vais vous précisions. poser la deuxième question, ça va peut-être être pour M. Repars aussi. Pourquoi le brise-lames détaché? Il y a beaucoup de gens qui ont dit pourquoi ça n'a pas été retenu non plus. Donc, la plage suspendue, le riprap, puis le brise-lames détaché, pourquoi ces trois-là n'ont pas été retenus? Donc, le riprap, c'est très simple. Ce n'est pas une option qui est comment dire, propice au site de Matane-sur-Mer. La production de pierres, ou plutôt la conception de ce riprap-là, fait en sorte que les pierres ne sont pas beaucoup moins grosses que pour un enrochement traditionnel. Et c'est ça le principal avantage du riprap quand il peut être mis en place. La grandeur de l'impact sur la rive va aussi provoquer des demandes de compensation, compensation environnementale. Le brise-lames détaché et la plage suspendue, les raisons sont légèrement différentes. Ces deux solutions qui ont un point commun, c'est des solutions extrêmement délicates à mettre en œuvre. Donc, c'est des solutions qui ont des impacts à grande échelle, si vous voulez, surtout le brise-lames détaché. Donc, ce brise-lames-là peut provoquer, et puis c'est très, très bien décrit dans la littérature si vous allez voir des publications sur les brise-lames détachés, il se produit des phénomènes d'érosion. Et puis là, ce brise-lames-là est fait théoriquement pour justement vous protéger contre l'érosion et contre la submersion. Mais ces brise-lames détachés, le moindrement qu'ils ne soient pas conçus de façon absolument impeccable, provoquent des érosions, des reculs de plage et généralement doivent être accompagnés de programmes de recharge de plage. Donc, ce n'est pas des solutions qui sont faciles à concevoir et puis en plus de ça,
c'est des solutions qui sont extrêmement dispendieuses. Un des aspects qui a probablement pas été souligné, c'est que ce brise-lames détaché va demander des compensations environnementales supérieures à toutes les autres options. Pour la plage suspendue, c'est une plage qui est assez délicate aussi. C'est un concept qui est assez délicat à mettre en œuvre. Les extrémités de cette plage suspendue ont des impacts sur le reste. Soit on les ferme étanches et ça provoque de l'érosion, dans ce cas-là du côté ouest, soit on les laisse ouverts et là c'est la plage suspendue qui part vers le côté ouest. Donc des pertes de sédiments qu'il faut compenser, donc des coûts d'entretien nettement supérieurs aux autres concepts. Ces plages suspendues sont très intéressantes dans des baies fermées où on contrôle très très bien les deux extrémités de la plage. Malheureusement, vous avez juste un côté qui est fermé, c'est le côté du Havre. L'autre côté est relativement ouvert avec beaucoup de préoccupations au niveau de ce qui va se passer à l'extrémité de la plage suspendue. Il y a aussi des problèmes. C'est le concept de pied de plage, donc de récif artificiel ou de ce que vous voulez, là, est intéressant quand on est dans des milieux avec des faibles amplitudes de marée. Dans le cas de Matane, c'est plutôt des grandes marées et ça va être compliqué à mettre en œuvre. Donc, dans ce cas-là, là, le pied de plage sera probablement exposé à marée basse. C'est des pierres, c'est pas du sable, hein, c'est des pierres. Donc, même si on met des récifs artificiels, ça reste des endroits où on ne peut pas vraiment marcher pieds nus. De toute façon, il va y avoir plein de végétation et puis d'animaux qui vont se mettre dessus. Est-ce que ça répond à peu près à la question? Si vous voulez approfondir, il n'y a pas de problème. OK. Mettons que quelqu'un aurait la perception qu'il y a des scénarios qui ont été éliminés parce que ça a trop d'impact sur l'environnement, mais que l'humain passe en deuxième. On répond quoi à ça? Est-ce que l'environnement a préséance sur l'humain? Donc, les poissons, les algues, la faune, la flore marine, pour certains scénarios, est plus importante que l'être humain. En fait, non. Mais en fait, c'est une grille décisionnelle. C'est un des critères, mais le critère numéro un, c'est la sécurité. C'est lui qui est mis en premier. C'est la durabilité, c'est lui qui est mis en deuxième. La faisabilité technique, c'est lui qui est mis en troisième. L'investissement aussi, ça demeure quand même quelque chose d'important parce que si on n'a pas l'argent, on ne peut pas le faire. Puis ce qui est adapté, c'est plus au niveau de l'impact visuel dans votre cas. Et l'impact environnemental, c'est un élément quand même important, mais on l'a mis quand même en dernier. On n'a pas parlé, mettons, de la protection des tuyaux d'aqueduc, d'égouts, de la route, de l'asphalte, des stations de pompage. Est-ce qu'il y a des choses de prévues là-dedans? Est-ce qu'il y a des upgrades de prévus? Est-ce qu'il y a des protections supplémentaires possibles? Présentement, Matane-sur-Mer, il y a 3 secteurs qui ont des brèches assez importantes dans l'enrochement. Donc, à terme, il va falloir prévoir des investissements effectivement pour la ville pour protéger les infrastructures si on veut continuer à desservir les maisons qui sont dans le secteur. J'ai une maison à une adresse précise sur le premier rang côtier. Comment vous allez faire l'évaluation précise de ma valeur marchande de ma maison? J'enverrai la question du côté de Jérôme Lacasse. Tantôt quand je parlais des coûts neufs des résidences, on se base sur la fiche technique du bâtiment. Donc, une fiche technique, là, c'est vraiment une évaluation qui est faite par un évaluateur agréé. Et ces fiches techniques-là sont mises à jour annuellement selon des facteurs qui sont émis par le ministère des Affaires municipales, le MAMACH. Donc, nous, de la manière qu'on calcule ces coûts neufs-là, c'est qu'on va demander à la municipalité de nous fournir ces fiches techniques-là et on va les mettre à jour en date de 2025, de juillet 2025, parce que ça se met toujours à jour en juillet 2025, là, les valeurs. Donc, c'est comme ça que c'est calculé. Donc,
Là, je vais parler vraiment pour ceux dans le programme général, ceux, par exemple, qui seraient en danger imminent. On va tout calculer les valeurs, puis on va les mentionner lors des rencontres qui auront lieu un peu plus tard, là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau du calcul des coûts neufs. C'est vraiment la base et la fiche technique du bâtiment qui est actualisée en date de l'année du sinistre ou du danger imminent, là. Et si vous déterminez que la valeur marchande de ma maison est de 500 000 qu'est-ce qui se passe avec la partie qui n'est pas couverte? Est-ce que je perds cet argent-là? Donc, malheureusement, oui, il y a des montants maximum au niveau du programme. Donc, si on a un coût neuf, par exemple, à 500 000, le programme est limité à 385 000 pour, là, si on parle d'allocation de départ. Par contre, si on va vers une option de relocalisation, donc de déplacement de la résidence, eh bien là, bien évidemment, on va pouvoir payer le déplacement. Et là, ben, on demande des soumissions d'entrepreneurs pour voir quel est le coût de déplacement de cette résidence-là. Donc, habituellement, déplacer une résidence ne coûte pas 385 000. Donc, pour les bâtiments qui sont de plus grande valeur, le déplacement demeure une option envisageable pour essayer de réduire cette perte financière-là. Mais comme je l'ai dit, malheureusement, bien, il y a des maximums au niveau du programme. Mais il y a toujours deux options là, qui sont possibles. Et puis, je tiens aussi à préciser que ch pour ceux qui seront là, bien évidemment là, rapidement identifiés comme ça en danger imminent, eh bien, il y aura des rencontres individuelles pour vraiment bien expliquer pour chacun des cas, bon, ben, c'est quoi les montants qui sont disponibles pour vous. Puis après ça, également aussi parler avec vous des enjeux qui sont reliés à chacune des options. Tu sais, qu'est-ce que ça implique un déplacement? Qu'est-ce que ça implique une allocation de départ? Donc, je veux être rassurant là, par rapport à ça. Vous ne serez pas laissé seul là-dedans. Puis, on va vraiment tout vous expliquer là, les fins détails de, euh, puis vous dire à quel montant vous allez avoir droit pour votre résidence, là. OK. Fait que des questions complémentaires, mais peut-être c'est moins important, mais en rafale, les coûts de démolition, est-ce que c'est vraiment inclus dans votre 385 000? Est-ce que je peux partir avec ma maison, laisser mon cabanon là? Est-ce que je peux amener des choses, mais en laisser d'autres sur place? Ça, c'est le genre de choses, j'imagine que vous discutez dans des rencontres individuelles, c'est ça? Exactement. Rapidement, je l'avais déjà mentionné, moi, mais les frais de démolition, là, c'est vraiment on paye ça en supplément, là. Fait que je tiens à préciser que le 385 000, c'est vraiment pour la valeur du bâtiment puis du terrain, la combinaison des deux, là. Mais oui, ça, ce genre de questions-là, là, on les répond vraiment au cas par cas parce que chaque personne a des situations particulières. Puis là, on aime mieux faire ça au cas par cas, puis de bien expliquer aux gens, ben oui, ça, on va payer ça on ne paye pas ça, puis les raisons pourquoi, là, c'est oui ou c'est non. OK, on rentre dans un autre registre. On est plusieurs qui veulent quitter. Est-ce que c'est à nous à trouver un constructeur? Est-ce qu'il va y avoir assez de constructeurs? Est-ce qu'il va y avoir surenchère pour les constructeurs? Est-ce que c'est à nous à trouver un démolisseur? Est-ce que c'est à nous à démolir nous-mêmes notre maison? Est-ce que la ville de Matane peut prendre tout ça en charge? Bref, tout ce genre de questions-là. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Présentement, évidemment, la Ville va être en accompagnement pour les résidents qui sont dans le cadre de prévention des sinistres, le CPS. Pour les gens qui sont dans le programme général d'aide financière, c'est le MSP qui prend le relais, mais la Ville ne se dédouane pas. On va faire un accompagnement quand même avec les résidents. En ce qui concerne les soumissions, évidemment, on pourrait donner un coup de main, mais ce ne sera pas la Ville qui va s'occuper de la reconstruction ou de trouver des entrepreneurs. Donc, mettons que je veux être relocalisé. Qui choisit si je peux amener ma maison ou si je suis obligé de reconstruire et démolir? À terme, c'est le citoyen qui décide. OK. J'ai un Airbnb dans ma maison, parce qu'il y en a quelques-uns. Il se passe quoi dans le tableau des compensations qu'on a vu tantôt pour un Airbnb? Est-ce que c'est une question pour M. Lacasse ou... Ah, Donc, au niveau des montants, donc le 385 000, ça, c'est pour les résidences principales. Puis, dans le fond, on va appeler sur l'évaluation municipale les deux logements et moins. Donc, quand on regarde l'évaluation municipale, deux logements et moins, c'est 385 000. Puis lorsqu'on parle d'un bâtiment qui est à trois logements et plus,
puis que là, ils correspondent aux critères d'admissibilité du programme, là, bien évidemment, ben, c'est là qu'on pourrait tomber à 485 000. Donc, pour une personne là, que c'est vraiment juste une unité de logement, mais qui loue une pièce, quelque chose, ben, c'est 385 000. Il faut vraiment regarder qu'est-ce qui est inscrit sur l'évaluation municipale là, pour savoir c'est quoi les montants maximum qui sont disponibles. Donc, je ne veux pas rentrer dans deux clans, mais si tout le premier rang côtier est relocalisé, ça veut dire que le deuxième rang côtier, demain matin, a une belle vue sur la mer. Est-ce que c'est équitable? Qu'est-ce qu'on fait de ces cas comme ça à arbitrer? Parce qu'il ne faut pas que ça devienne une guerre de clans entre le premier et le deuxième rang côtier. Là. Effectivement, il y a une question d'équité là-dedans, mais il y a aussi une question d'acceptabilité sociale. On va l'évaluer. C'est le mandat que les élus nous ont donné, puis ça va être fait au courant des rencontres individuelles analysées durant le mois de mars-avril. Donc, mettons que je veux être relocalisé. Est-ce que j'ai le choix de où je vais aller, un terrain tout seul dans la ville, un nouveau quartier? Est-ce que j'ai un droit de regard sur où je vais aller refaire ma vie, finalement? Oui, puis, ultimement, la réponse appartient aux résidents. La ville ne peut que pointer certains emplacements, mais c'est le résident qui va décider au bout du compte. Donc, répétez si vous avez déjà commencé à regarder pour construire des nouveaux quartiers ou si vous attendez d'abord que le conseil municipal prenne une décision, ouvrage ou relocalisation. On attend d'abord de connaître l'enlignement du conseil. Le conseil municipal dit, mettons, je ne sais pas, au mois de juin, OK, on y va pour la relocalisation préventive. Est-ce qu'on est exproprié, obligé, ou on a le choix, puis on peut rester? Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là s'il y en a un qui dit « moi je quitte », puis l'autre qui dit « moi je reste ». Donc, au niveau du programme général d'assistance financière, on n'exproprie pas les gens, on dit il y a un programme de disponible. Donc, après ça, c'est vraiment le citoyen qui décide qu'est-ce qu'il veut faire là, pour son dossier. Donc, le ministère de la Sécurité publique ne va jamais dire à une personne tu es obligé de déplacer ou de prendre l'allocation de départ. On dit voici les recommandations qui sont faites dans un avis technique et voici les programmes qui sont applicables. Donc, après ça, ça demeure la décision là, du citoyen. Bien évidemment, il y a des conditions là, par rapport au programme, mais ça sera expliqué plus en profondeur aux gens qui sont ciblés, là, parce que là, on rentrait vraiment dans le détail technique. Là, mais pour répondre à la question, c'est vraiment une décision du propriétaire de la résidence de faire ce qu'il désire faire avec sa résidence. Nous, on dit voici les programmes qui sont disponibles. Donc, je suis obligé de poser la question, est-ce que ça se peut que ça devienne un fromage gruyère ou un fromage suisse avec des trous? Il y en a qui partent, il y en a qui restent? À ce stade-ci, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Okay. Les gens qui ont des chalets, les gens qui ont des garages, est-ce que tout ça, c'est admissible au même titre qu'une résidence principale? Il y a différents là, critères d'admissibilité. Donc, lorsqu'on parle de garages, là, est-ce qu'on parle de garages qui sont utilisés pour une entreprise? Est-ce que c'est loué? Tout ça sera évalué au cas par cas. Donc, dans un processus standard de danger imminent, ce qu'on a, c'est qu'on a la liste des adresses qui sont touchées. Des rencontres sont faites avec chacun des propriétaires pour comprendre c'est quoi le type de dossier. Et après ça, on demande des documents en lien pour voir est-ce qu'ils sont admissibles ou non au programme. Donc, ça se fait vraiment au cas par cas. Puis après ça, on explique les raisons du pourquoi vous êtes admissible et également les raisons pourquoi vous ne seriez malheureusement pas admissible au programme. Donc, ça, c'est fait là, une fois que les avis sont sortis. Pourquoi il y a encore des maisons qui se vendent sur la rue Matane-sur-Mer, récemment? Là? Est-ce que la ville a un pouvoir quelconque là-dedans? Ou? La réglementation actuelle La réglementation actuelle n'empêche pas la vente ou toute transaction immobilière présentement. OK. Je veux vendre ma maison demain matin.
Est-ce que je suis obligé de déclarer quoi que ce soit au futur acheteur? Je vais demander à Jérémy de m'assister là-dessus. À chaque fois que je prends le micro, j'ai pas tant la réponse que j'aimerais vous donner. Là. Je pense pas qu'on a même le pouvoir de suspendre des transactions immobilières. Là. Puis par rapport à vos obligations là, en tant que vendeur, je suis ni avocat ni courtier immobilier. Là. Fait que malheureusement, je pense que vous avez une déclaration de vendeur à remplir au meilleur de vos connaissances. Puis je pense qu'il y a un courtier dans la salle qui serait sûrement mieux amené à vous conseiller par rapport à ça. Là. Tournez-vous aussi vers vos professionnels. Là. Vous avez l'information qui est public, qui est disponible, qui va être aussi disponible pour des acheteurs potentiels là, qui pourraient se renseigner. Là. Donc, ouais, vous ne pouvez pas cacher de l'information que vous sachez qui pourrait avoir un impact sur le prix vendu parce que vous êtes tenu responsable là, puis rendre nulle la vente. Là. Mais je ne suis pas la meilleure personne pour répondre, même si j'ai dit plus de mots. Une autre question pour vous, M. Jérémy. Donc, à partir de demain matin, est-ce qu'il y a encore des permis qui sont émis à Matane-sur-Mer? À partir de demain matin, il y a encore des permis qui sont émis à Matane-sur-Mer en fonction de la réglementation actuelle, mais il faut savoir qu'on apprend ce soir tous ensemble la gravité des enjeux associés à la submersion côtière à Matane-sur-Mer. On est des privilégiés à avoir accès à cette cartographie préliminaire-là qui nous indique que vraisemblablement, c'est un secteur inondable. Il est inondé par le fleuve à forte récurrence. Je dis inondé, mais on parle de submersion côtière. Donc, certainement que la Ville a aussi un devoir là, de suspendre l'émission des permis lorsqu'il y a des risques pour la sécurité. Maintenant qu'on est conscient des risques, je me verrais mal émettre un permis de construction sur le premier rang côtier, par exemple. Fait que c'est certain qu'il va y avoir l'analyse au cas par cas. Puis, on ne peut pas faire ce qu'on a continué de faire dans les dernières années, maintenant qu'on est conscient de ce risque-là. Même chose pour les propriétaires. Je pense que vous prenez conscience aujourd'hui de la gravité de la situation. Puis j'imagine que ça doit être moins tentant de procéder à l'agrandissement d'une maison qui est potentiellement en imminence. Je veux être relocalisé. Est-ce que je suis obligé d'attendre la décision du Conseil dans les prochains mois pour profiter des programmes qui ont été présentés? Si vous êtes en imminence de risque, vous n'êtes pas obligé d'attendre la décision du Conseil. Si vous êtes toujours dans le cadre de prévention des sinistres, oui. Il y a des gens qui veulent savoir qui on peut aller voir pour discuter, s'informer, parce que, mettons, ils viennent d'acheter, puis ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas là au mois de juin 2025. Ils apprennent ça, ils viennent d'acheter, puis ils se ramassent avec toute cette information-là aujourd'hui, là, avec qui ils peuvent en discuter. Présentement, c'est avec Stéphanie Dufour qu'il faut prendre rendez-vous. C'est notre agente de liaison. C'est une ressource dédiée à ces deux projets-là, Matane-sur-Mer et Petit-Matane. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous avec elle. Si elle n'a pas toute réponse à vos questions, Jérémy et moi, et ont également d'autres ressources à la Ville de Matane qui pourront vous accompagner là-dedans. Est-ce que dans ça, peu importe le projet qui est choisi, est-ce que ça peut amener quand même une baisse de la taxation financière, des revenus de taxes que la Ville récolte à Matane? Bref, un budget moins élevé finalement. C'est sûr qu'au rôle d'évaluation, au bout du compte, s'il y a une dizaine ou une soixante-dizaine de maisons qui ne sont plus au rôle, c'est sûr que ça fait des revenus de moins pour la Ville. Je reviens sur le deuxième rang côtier. Sur le deuxième rang côtier, je veux quitter. Est-ce que je peux avoir les mêmes allocutions, les mêmes allocations? Si vous n'êtes pas ciblé dans le cadre de prévention des sinistres ou si vous n'êtes pas en imminence de risque, non. Je pose des questions comme ils viennent. Là. Ouais. Je ne veux pas être relocalisé, je veux rester là. Est-ce que j'ai le droit de dédommagement? Peu importe ce que vous faites, là, moi, je reste là. Est-ce que j'ai un dédommagement? Non, vous pouvez rester là, mais vous n'aurez pas droit à dédommagement. C'est pas votre domaine, mais est-ce que vous savez justement la question des assurances, habitation, dans les cas de déferlement puis de submersion? Est-ce que ça vient changer de quoi à l'assurabilité de la maison? Effectivement, ce n'est pas notre domaine du tout, donc on vous demande de référer à votre courtier d'assurance ou à votre assureur. Une fois que les élus vont avoir pris la décision,
combien de temps vous allez mettre pour passer à l'action ou combien de temps les gens vont avoir pour agir? Dépendamment de l'option qui va être retenue, on a parlé des ouvrages de protection, peut-être d'un horizon 2028-2029. Si c'est de la relocalisation, on peut agir probablement un petit peu plus rapidement. Probablement une année ou deux. Comment ça va se passer, les rencontres du 10 mars? C'est quoi le déroulement typique d'une rencontre avec un propriétaire? On va parler de quoi dans ces rencontres-là? On a monté, puis on va peaufiner une grille de questions. Ça va principalement sur 5 points. Premièrement, évidemment, on va vous identifier. Est-ce que vous êtes résident? Quelle est votre adresse, votre nom et les données, évidemment, civiques? Est-ce que vous êtes propriétaire? C'est quoi la nature de votre bâtiment? Est-ce que vous comprenez bien les concepts? On va vous les réexpliquer, soit les 3 concepts qui ont été présentés. Par la suite, on veut connaître votre opinion. Comment vous vous projetez dans ces scénarios-là? Pour chacun des scénarios, comment vous vous projetez dans l'avenir? Et puis, évidemment, on prend vos questions, vos commentaires dans un dernier temps. Il y a des gens qui posent la question un peu comme quand un bateau coule, on évacue les enfants, les femmes, les personnes âgées d'abord. Est-ce que la relocalisation, ça pourrait se faire un peu de la même façon? Prioriser les gens qui sont vraiment inquiets, stressés, qui veulent quitter. Ensuite, d'autres personnes, puis finir par ceux qui, finalement, sont vraiment pas pressés. Est-ce que vous avez un ordre là-dedans? Vous avez quelque chose à y voir? À ce moment-ci, on n'a pas déterminé si on y allait par population vulnérable et ainsi de suite par priorité. Probablement qu'on aura un alignement justement suite aux consultations individuelles. OK. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de beaucoup de questions. Fait que là, je vais m'aventurer dans la salle pour voir s'il y a d'autres questions, mais il faut vraiment aller droit au but. Si c'est un commentaire, je vais vous dire, je vais aller à une question de quelqu'un. Mais il faut vraiment que ce soit question directe. Je vais tenir le micro pour vous, vous posez la question. Attendez une minute. Oui. Moi, ça fait 3 ans que Question. j'arrive à Matane, puis ma maison coûte 600 000 présentement, puis on va me donner 385 000. On a répondu à la question tantôt, je crois, M. Jean-Denis. C'était Jérôme Lacasse qui a répondu, mais c'était dans votre cas probablement que le scénario de relocalisation serait privilégié. Déménagement de l'habitation. Donc, je vous l'ai dit, on voulait aller droit aux questions. Il y a plein de gens qui ont encore des questions. Si vous avez des commentaires, tout le monde reste disponible pour discuter après. Donc, je vais prendre une question ici. La question est la suivante. On a déjà répondu en partie. Tantôt, on s'est attardé au garage. Qu'en est-il des chalets? Répétez un peu ce qui s'applique pour les chalets, parce que je pense qu'on ne l'a pas répondu. Jérôme Lacasse, est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? Oui, absolument. Donc, pour ce qui est des chalets, si ce sont des chalets résidences secondaires seulement, malheureusement, ça fait partie des exclusions du programme. Par contre, si c'est un chalet qui est loué dans l'année et qui correspond aux critères de bâtiment locatif, il pourrait être admissible au programme. Donc, comme je mentionnais tantôt, chaque dossier sera évalué et les questions seront posées pour déterminer l'admissibilité. Mais je tiens quand même à préciser qu'un chalet non loué, qui est vraiment une résidence secondaire, ne serait pas admissible au programme. Bonjour. Moi, je voudrais savoir pourquoi dans vos évaluations, vous ne prenez pas les valeurs marchandes. On parle de protéger 40 millions d'investissements, sauf que la vraie valeur marchande, ça doit être plutôt autour de 60 millions. Là, j'ai une évaluation qui date de 2 semaines, qui est à 150 % de la valeur municipale. Fait que ça vient quand même changer les données sur l'investissement à protéger, tant qu'à moi. Là. Jérôme Lacasse, est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? Là, c'était une question, je pense, plus pour l'évaluation, de déterminer la valeur à protéger. Là, puis je ne sais pas si Jean-Denis... Est-ce que votre donnée de la valeur à protéger, elle est fiable, elle est récente, elle est à jour? OK. Ouais, OK. D'où vient votre 53 millions? Comment vous avez procédé pour établir cette valeur-là des actifs à protéger? Oui, c'est la valeur la plus récente au rôle qui a été mis en place. Oui, c'est pas la.
Donc, Oui, c'est juste pas la pour valeur être- marchande, par- effectivement. parlez pas Ouais. sans le micro, par exemple, parce que là, on n'entendra pas. Donc, la valeur que vous venez de dire, c'est la valeur au rôle. Oui. Donc, la valeur marchande des actifs à protéger pourrait possiblement être plus élevée. Oui, effectivement. OK, parfait. On a un complément de réponse. Je peux peut-être vous référer aussi à la présentation qui a été faite par l'évaluateur Servitech, là, qui est signataire du rôle d'évaluation à Matane, qui vient expliquer que la valeur au rôle, c'est la valeur marchande estimée au 1er juillet, 18 mois avant le dépôt du rôle. Là. Fait que c'est cette valeur-là qui correspond à la valeur marchande qui est même postérieure à la signature de l'entente d'aide là, du cadre de prévention des sinistres. Fait que c'est cette valeur-là là, que vous avez sur votre compte de taxe, là, c'est cette valeur-là qui est bel et bien prise en considération pour le 53 millions. Une autre question ici? Oui, moi, j'aimerais savoir, tout au long de Matane-sur-Mer, si ça a été évalué pour les battures qui disaient tantôt, nous, on a le camping La Baleine, puis en face du camping, l'été, là, quand c'est à marée basse, le monde, il y a loin, il y a 1000 pieds dans la mer. Il n'y a pas de précipice, comme il disait tantôt, là, que ça coupait, là. Tu sais, de notre côté, c'est vraiment large, là, la batture, là. Est-ce que le profil de la batture est pareil partout à Matane-sur-Mer ou ça se peut que du côté ouest, en avant du camping, ça soit un peu différent? Oui, oui, effectivement, vous avez OK. raison. Hein. Ouais. Ça ne fait pas partie de la zone non plus qui est il est dedans? Ça a commencé à Ouais. peu près là, c'est ça la Ouais, zone? c'est sûr qu'après, on voit OK. que les plages reviennent, puis effectivement, il y a une batture. Ben, pour l'instant, ça ne serait probablement pas visé, non. Non. OK, donc, on rentre dans les questions un petit peu plus spécifiques. Fait que ce qu'on vous propose, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont quitté, là, c'est on va mettre fin à la rencontre. Je vais peut-être juste laisser la parole à M. Caron pour clore la rencontre, mais encore une fois, les intervenants ne se sauvent pas. Fait que si vous voulez jaser puis ils vous ont promis des cartes sur les tables, on va sortir les cartes, vous pouvez les interpeller. Il y a quand même plusieurs personnes du MSP qui sont ici qui peuvent répondre à des questions et des gens de la ville. Donc, sur ça, je vous laisserai, M. Caron, clore la rencontre. Je vais être très bref. Je tiens simplement à vous remercier de votre attention et de votre respect durant cette rencontre-là. C'est pas des décisions qui sont faciles à prendre de notre côté, puis c'est pas de gaieté de cœur qu'on vient ici vous rencontrer, je peux vous le jurer. J'aurais bien aimé mieux écouter le hockey à la maison. Mais je vous remercie d'être là, puis on va continuer à vous appuyer dans la rencontre, dans le processus, puis dans la démarche du CPS. Puis ceux qui sont atteints par l'imminence de risque, on va continuer aussi à appuyer le MSP là-dedans. Je vous remercie, puis je vous souhaite une très bonne soirée.